Ah, c'est dur, mais en même temps, c'est beau. C'est une première partie de saison qui se termine avec un match nul assez frustrant au Vélodrome, les amis. On est heureux de vous accueillir en cette fin d'après-midi avec mon ami Joral Gringo. Comment il va, mon ami? Comme tu l'as dit, et un peu mitigé par le scénario cruel et l'égalisation tout à la fin de match, mais quand même satisfait de se dire qu'on est deuxième du championnat à la trêve, même si on n'est pas à la moitié du championnat. Et surtout qu'on a pris 10 points sur 12 sur cette très grosse série où on nous annonçait l'enfer. Je me souviens que Daniel Riolo disait que potentiellement on pouvait prendre que 2, 3, 4 points sur cette série-là. Donc c'est beau. C'est une belle performance, mais avec un petit goût amer. Alors, on va en parler, mais juste avant ça, les gars, n'oubliez pas, on vous remercie de liker, et surtout liker un maximum et mettez des commentaires. J'ai une question très très importante et j'aimerais savoir un petit peu comment nos abonnés réagissent à ça, mais ne bougez pas juste avant, bien évidemment, l'intro, ça vous laissera le temps de liker et de partager et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, les amis. On se dit à tout de suite. Là, il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourneau comme ça. Même, je vais poser une question dès le démarrage parce qu'elle me tient à cœur cette question et j'aimerais savoir si les gens sur le chat, parce qu'on a vu beaucoup de réactions sur ce match, nous on était au Stade Vélodrome, euh, est-ce que vous aurez signé pour voir l'OM deuxième de Ligue 1 après un chamboulement d'effectifs, après cette série de matchs qui s'annonçait explosive, comme disait Naïm en préambule, est-ce que vous aurez signé et si oui, quelles sont pour vous les plus grosses. Quel est pour vous le meilleur joueur de cette première partie de saison? Je pense savoir qui va être marqué, Naïm. Et on va aussi en parler un petit peu dans ce match. Mais avant Tu ça, devrais mon dire le ami meilleur Louis. joueur de champ pour avoir un peu plus. Ouais, meilleur joueur de champ, parce que je sais que si je dis le meilleur joueur, je pense que Geronimo Rulli, qui a encore fait un match stratosphérique, Naïm. C'est dur de dire ça, parce que quand on parle de ça, on a l'impression que c'est souvent notre gardien qui est l'homme du match, comme si on avait subi qu'il avait fait 40 parades dans le match. C'est Oui, assez surprenant. parce qu'encore malheureusement des très grosses erreurs. D'ailleurs, bah, c'est ce qui avait coûté le match contre Auxerre, par exemple, hein. On se souvient de l'erreur de Brassier. Et au final, dans cette première mi-temps où on nous dit que Lille nous a surclassé, surdominé, ce que je trouve absolument pas, leurs trois très grosses occasions, elles viennent de trois énormes erreurs. C'est l'occasion de David, c'est un dégagement de Chevalier, il n'y a aucune construction, et Kondogbia qui glisse. La deuxième occasion, c'est une relance de Rouli plein axe assez catastrophique. Et la dernière, c'est sur une remise ratée de Rabiot. Donc, leurs énormes occasions viennent de très grosses erreurs de chez nous. Et C'est c'est le pour ça que Zegrova bah, aussi, ils il se y a le retrouvent. face-à-face de Zegrova aussi. Voilà, le face-à-face de Zegrova sur une erreur d'alignement de Murillo, sur un long dégagement de Chevalier encore, pas sur de Ouais, la bien sûr. construction. Et en fait, ben, oui, du coup, ça fait briller Rouli parce que ben, suite à ces grosses erreurs, souvent, c'est des face-à-face. Il se retrouve en 1 contre 1. Et je pense que si Zegrova rate son action, c'est peut-être moitié parce qu'il se pensait hors-jeu, mais surtout parce qu'il a ce gardien en face de lui, ce qui le fait énormément gamberger. Il dit qu'est-ce que je fais, je dribble. Non, David, il vient de dribbler juste avant, il a été pris. Et est-ce que je frappe direct, est-ce que je lobe? Et je pense que c'est cette hésitation qui fait qu'un joueur aussi technique, aussi à droit que lui, ben, rate un lob qui est très facile au final. Ah oui, nous, vu du stade, on était persuadés qu'il était hors jeu de 4 mètres. Et on a eu même l'impression que Rouli s'est un peu arrêté. Tu vois, il a été en mode. Et je pense qu'il est impressionnant parce qu'il a cette technique que Greg nous rappelle régulièrement. Il a cette technique de ne jamais aller très vite au sol. Il reste très souvent debout. C'est un beau gabarit quand même, Jérôme Rouli. Donc, quand tu as un grand gardien comme ça qui ne se jette que très rarement et qui vient et se met souvent en croix pour tenter une frappe au sol ou autre, je pense que ça doit être le gardien en Europe qui réalise le plus d'arrêts en 1 contre 1, quoi. Mais il transpire l'intelligence en fait. Déjà quand il parle, on le voit. Contrairement à beaucoup de gardiens qui sont un peu foufou, lui non, il est toujours très calme. Et cette intelligence, tu la retrouves dans les duels. C'est-à-dire que c'est le face à face avec David, c'est uniquement de l'intelligence. C'est Ah, d'être capable d'emmener l'attaquant où il veut pour pouvoir intervenir de cette manière-là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de à la fois boucher l'angle en se préparant à ce qu'il tire, tout en se préparant aussi à aller au sol et à lui enlever le ballon. En plus, voilà, avec l'arbitre qu'il y avait, il valait mieux pas le toucher d'un millimètre. Donc, on va en parler, ça mais avant ça, tu nous as concocté plusieurs vidéos très intéressantes sur ce fameux Lille méritait de gagner.
Donc Ouais, Lille c'est nous ça. a Alors, roulé dessus. Lille a eu 90% de possession de balle. À entendre pas mal de personnes. La petite anecdote, Naïm, c'est qu'à la fin du match, j'ai quelqu'un qui me croise en sortant du stade. Il me dit, oh, la minute OM, ça va et tout. Je dis, ouais. Il me dit, oh, tu nous fais le débrief. Hein. Il me dit, ah, c'est dur quand même. On n'arrive pas à se créer des occasions. Je dis, quoi? On n'a pas vu le même match, mon pote. Tu as 4 énormes occasions. Si tu marques l'occasion de Mopé, l'occasion de Rabiot, il y a un penalty monstrueux, parce que s'il ne le touche pas, ben, en fait, il va marquer, Hébert, il faut quand même le préciser, parce que l'action, elle est incroyable. Finalement, on a eu énormément d'opportunités. Donc, les gens sont frustrés parce qu'on a une énorme possession de balles et que pour eux, ils aimeraient avoir que du kick and rush et d'avoir des énormes occasions franches avec 4 parades du gardien. ouais, je ne comprends pas globalement les analyses qui sont faites de l'OM depuis le début de la saison. Je ne comprends pas ce qu'on attend de cette équipe-là. Vraiment, c'est-à-dire que là, on vient de jouer Monaco et Lille, donc 2 équipes de Ligue des Champions, 2 équipes qui font de grosses performances en Ligue des Champions, Ouais, qui sont actuellement en position de se qualifier pour le deuxième tour, et 2 équipes qui ont beaucoup plus de certitudes, beaucoup plus de vécu que nous. Donc, je ne comprends pas ce qu'on attend de plus que les matchs qu'on vient de faire là, c'est-à-dire des matchs où on leur tient tête largement, où on mérite au moins autant qu'eux de gagner. Alors bien sûr, c'est match serré, donc ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. bien sûr. Globalement, la victoire contre Monaco, elle n'est pas du tout volée. Et là, on va montrer tout au long de cette émission que non, Lille ne nous a pas dominé, Lille ne nous a pas acculé les 20 mètres comme j'ai pu l'entendre. On a déjà précisé que toutes leurs occasions, elles viennent d'erreurs et aucunement de construction. Et on va voir que le bloc de Lille, il n'est pas aussi haut qu'on a voulu nous le dire. Finalement, il a souvent été assez médian, voire assez bas. Hein. On le voit là tout au long de l'évolution de la On le voit, Naïm, il y a une grosse densité dans le cœur du jeu. On voyait bien la stratégie de Genesio, c'était de bloquer l'axe marseillais. Tout à fait, mais on n'a pas été acculé dans nos 20 mètres, dans 25 mètres, comme je l'ai lu. C'est absolument faux. Ils avaient une bonne stratégie. Regarde quand même. Là, sur cette sortie de balle, il n'y a aucun Lillois qui va sortir. Et surtout, il y a un 0 pour l'OM au bout de 20 minutes. Exactement. Exactement. Donc, ils sont restés figés sur cette tactique-là. Ils étaient parfois très, très bas. Là, attends, ils sont à 50 mètres du but de l'OM. Il n'y a aucun pressing. Donc, alors attention, je ne suis pas en train de dire que Lille a fait un mauvais match ou qu'on les a ultra dominés. Je dis juste que c'est les analyses qui ont été sorties, et souvent en interne par des Marseillais, c'est-à-dire que le pire, c'est que la presse parisienne, elle, ne l'a pas dit ça du tout. Et finalement, Lille a souvent reculé par peur d'être transpercé. Ils ont pressé à coup, c'est vrai, mais globalement, on voit que leur bloc a été assez bas tout au long de la première mi-temps. Ils ont fait ce que tout le monde fait, en pressant parfois plus fort, c'est vrai. Mais globalement, leur but, c'était de nous empêcher de ressortir sur du jeu court, de nous empêcher de faire du 2 herbie ball. Et on s'est rendu compte que malgré ça, malgré l'adversité, malgré le plan de jeu de Lille qui était très intelligent, il faut le dire, hein, bien sûr. C'était ce qu'il fallait faire. Et on va voir que le 2 herbie ball, on en a vu. Et on en a vu même beaucoup. Juste avant, Naïm, je voulais quand même la mettre parce que faut se rendre compte qu'il y a des joueurs sur le terrain qui ont joué le Real Madrid, l'Atlético de Madrid. Il y avait une question de journaliste qui posait à Mouko. Il lui dit, est-ce que pour toi, hormis la Ligue des Champions, est-ce que c'était le match le plus difficile, sachant que Lille a déjà joué Monaco, a joué Paris, et a joué Nice, donc a joué Lyon, toutes les plus grosses équipes. Et lui, il dit au milieu de terrain, pour moi, c'était le match le plus difficile. Je pense qu'on ne s'en rend pas réellement compte de la concentration dont a besoin les joueurs lillois. Quand tu cours derrière le ballon, parce que je vais mettre aussi quelque chose d'important, Naïm, on a toujours des ressentis, mais après, quand on regarde un peu les stats, c'est toujours un peu différent. En première mi-temps, l'Olympique de Marseille a une possession de 60% de possession de balle face au LOSC. Alors certes, Lille a eu des grosses occasions, et on les a citées, il y a les 2 grosses occasions de David et de Zegrova, notamment en première mi-temps, et celle aussi sur la perte de Roulis, de ballon, mais quelque part, l'OM a dominé son adversaire dans la possession de balle. L'OM a beaucoup plus le ballon que les Lillois, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. On voit les fameuses expected goals. Il faut bien comprendre, Naïm, je crois que les gens ont du mal à comprendre qu'un expected goal, c'est souvent lié à une frappe. Si tu ne le frappes pas et que tu ne le cadres pas, l'expected goal n'est pas pris en compte. Tu vois ? Donc ça, c'est important de le préciser. Parce que des fois, tu as des grosses opportunités. Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi elle ne rentre pas dans les expected goals. Parce qu'il doit y avoir une frappe.
Ah, mais il y a eu des frappes, il y a eu des actions pour lui, c'est vrai, mais comme on l'a dit, c'est que sur des erreurs. La frappe de David en angle fermé, c'est pas aussi parce que sur un coup franc qui joue rapidement, on n'est pas attentif. Donc, c'est une très bonne équipe en face. Ils se sont créés des occasions, mais ce qu'on va montrer tout au long de cette vidéo, c'est qu'il y a une équipe qui avait un plan de jeu qui était de construire du jeu, de construire, de créer des choses en prenant un maximum de risques. Et il y avait une équipe dont le plan de jeu était de profiter de ces erreurs-là. Lille n'a à aucun moment construit une action. On peut le comprendre parce que c'est le point faible de l'OM cette saison. C'est-à-dire que toutes les équipes se sont dit, voilà, pour battre l'OM, ceux qui l'ont fait, c'est pas une critique. C'est pas une critique. C'était le plan de jeu. Il était intelligent de la part de Genesio, mais c'est ce que tout le monde fait. Et c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'a fait Lille que de faire ce qu'on fait nous. C'est beaucoup plus facile d'attendre l'erreur de l'adversaire que d'essayer de créer un décalage par le jeu face à une équipe qui est censée avoir plus de certitude que nous. En fait, c'est ça. Je pense que les gens ont trop de mal à remettre dans le contexte des matchs qu'on joue contre Monaco ou contre Lille. Ce sont des équipes qui ont beaucoup plus de certitude que nous, beaucoup plus de vécu, et qui sont censées, ces équipes-là qui sont censées faire le jeu. C'est nous qui le faisons. Ça a donné un super match de foot, franchement. Je pense que le spectateur neutre a dû se régaler en regardant ce match-là. Il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Mais voilà, vraiment, on va montrer maintenant que nous, nos occasions, pour les construire. De Zerbi Ball sur nos occasions, le but, j'ai entendu dire que le but, c'était le OM joue rapide en transition. Mais c'est une construction partant du gardien. J'ai été choqué d'entendre ça. Ouais, je crois que c'est parce que il me semble que c'est le Twitter du LOSC qui a marqué que l'OM ouvre le score en contre-attaque. Ah, ok. Ouais, donc bon, c'était pas très neutre. Mais comme souvent, les actions partent de rouler. Et dans la continuité de ce que je disais, dans le fait que soi-disant, pendant tout le début de première période, on n'a pas vu le jour, c'est faux. Regarde le chrono. C'est la quatrième minute de jeu. Et on a déjà une sortie de balle de l'arrière. Regarde Rongier, où il est au début de l'action, comme il n'est pas censé être concerné par cette construction de balle. Mais il va venir se mettre dans le cœur du jeu. Greenwood a décroché avec sa qualité technique, sa vision. Il trouve cet intervalle-là. Et ça a ouvert tout le champ devant lui. Rongier va avaler l'espace avant d'aller décaler Luis Enrique. Et regarde Murillo, comme il est très très loin aussi de cette action au début. Et pourtant, c'est lui qui va venir dédoubler et centrer. On a du monde à la finition. Donc là, on parle d'une action. Bon, le centre de Murillo ne trouvera pas preneur, mais on parle d'une action qui est partie de roulis. De roulis avec une équipe, comme on le disait, qui n'attendait en face que les erreurs, donc qui était faite pour contrer ces actions-là, pour qu'elles ne soient pas construites dans l'axe. Et malgré tout, on a construit dans l'axe et on a fini par une situation. 15e minute maintenant, on va parler de l'action qui résume peut-être le plus ce qui est capable de faire l'OM malgré la densité. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va construire sur le côté. Mais Lille, le plan de jeu de Lille, c'était fermer l'axe. Oui, parce qu'en fermant l'axe, quand on va aller sur le côté, ça leur laisse le temps de coulisser. Et là, on voit bien tous les joueurs marseillais sont relativement bien pris. Et il faut être parfait techniquement pour réussir à sortir. Et c'est ce que va réussir Luis Enrique. J'ai pris un autre plan pour montrer à quel point c'était bien joué cette remise. Je me pose la question s'il avait fait exprès la remise pour. Je ne sais pas si je ne cherche pas le 1-2 juste en face de lui, en fait, tu vois. On peut se poser la question. Ce qui est certain, c'est que derrière, celle-là, elle est volontaire. Elle est parfaitement bien jouée après la remise de Mopé, parce qu'on va voir sur ce plan-là que. Chercher l'espace. Voilà, et c'est là vraiment que Rabiot. Alors, on en parlera plus tard. Il a eu quelques déchets techniques par moment dans des moments importants, mais toutes ces courses que fait Rabiot du stade, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est lui qui prend cet espace, qui permet par sa course de créer le surnombre. Regarde qui on retrouve prêt à dédoubler, à créer un 2 contre 1, c'est Luis Enrique, qui était exceptionnel. C'est la métamorphose, Luis Enrique. Peut-être avec Kondogbia le meilleur Marseillais hier dans le champ. Parce que vraiment très 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 bon. Et donc là, Rabiot joue parfaitement le coup, mais on se rend compte qu'il aurait même pu attendre, fixer, donner à Luis Enrique, qui aurait pu donner un ballon encore plus facile à Merlin pour finir dans la cage vide. Mais bon, Merlin, ce qui réussit, c'est fort parce que il y a cette deuxième touche du droit qui lui permet de se remettre sur son gauche après la fin de frappe. Donc c'était très très fort. Donc là, on a vu deux actions qui sont parties de roulis, vraiment dans le plus pur style des Zerbi. Mais il y a eu quelque chose d'un peu nouveau hier. Et ça, De Zerbi en parlait, c'était quelque chose sur lequel Greenwood devait travailler. Et vu du stade, c'était impressionnant, c'est la combativité de Greenwood et les ballons qu'il a récupérés. Tu sais que j'étais surpris des commentaires en disant que Greenwood n'a pas énormément couru et tout. Je dis, mais attends, nous, vu du stade, au contraire, il faisait les fameux 5 ou 6 mètres suffisants pour venir faire, tu vois, pour venir bloquer une ressortie de balle ou autre. Et au contraire, moi, j'ai trouvé très agressif, notamment en première mi-temps.
Et cette occasion, il a récupéré au moins 3 ballons sur Zegrova, qui est certainement le meilleur dribbleur de Ligue 1, ou pas loin. Ouais. Donc ça résume bien. Donc ouais, ça encore une fois, mais ça j'en reparlerai encore tout à l'heure. Pareil, des critiques en interne, et ça concernera Greenwood. Là, gros effort, comme il a fait plusieurs fois, il va récupérer le ballon et il va. Là, par contre, pour le coup, c'est de la transition rapide. Il va trouver rapidement Luis Enrique. Encore une fois, Luis Enrique est très impressionnant. On connaissait sa course, sa vitesse, son endurance, mais les passes qu'il donne depuis quelques matchs, parce que là, ce ballon-là, dans le timing, il est exceptionnel, tout est parfait. Et je t'ai dit, on était au stade ensemble, et au stade, je croyais que c'était Merlin. Et comme on était virage nord, donc on est à l'opposé. Et quand je vois dans cette situation le ballon arriver sur Merlin, je me dis, c'est but. Il est sur son gauche, il va donner un caviar parfait à Murillo. Mais malheureusement, c'était Mopé sur son mauvais pied. Il peut peut-être faire mieux, mais bon, il donne en tout cas un mauvais ballon. Mais l'action est magnifique et ça peut faire 2-0. Ça peut faire très, très mal à Lille. Et on voit qu'en deuxième mi-temps, on a continué cette construction de l'arrière. Toujours ça part de Rouli, décalage de Balerdi sur le côté. Et encore une fois, pour sortir de la densité du côté, il faut de la justesse technique. Il va y avoir une 1-2 magnifique entre Murillo et Luis Enrique. Et on voit Greenwood, qui est au départ prêt à de la construction, qui va prendre l'espace et qui va être parfaitement lancé par Murillo après ce 1-2. Et là, c'est vraiment, vraiment malheureux parce que quand il arrive dans cette situation-là, quand il est dans ce face-à-face avec un passement de jambes, normalement, c'est terminé pour le défenseur. Et c'est juste devant nous. On est virage nord et on voit que le ballon lui bombe. Il lui reste un peu dans les pieds. Et malheureusement, ça l'empêche de réussir son passement de jambes parce que là, regarde la position du défenseur. Il ne sait plus où aller parce qu'il sait que Greenwood, il peut aller sur son droit pour frapper croisé ou sur son gauche pour revenir plein axe. Et il ne sait pas ce qu'il doit faire, le défenseur. C'est vraiment, vraiment malheureux que le ballon lui reste dans les pieds dans cette situation-là. Mais encore une fois, de la construction, on part de l'arrière, des côtés, on a vu 2 actions sur les côtés. Là, on va voir encore Rongier venir intérieur et être retrouvé directement par Balerdi, qui a fait de très bonnes passes intérieures tout au long du match. Ça va vite, magnifique ouverture de Rongier pour Rabiot. Et là, on en reparlera un peu plus tard de ce tacle qui ralentit en fait. On voit bien incroyable. Sur cette image. S'il n'est pas ralenti par ce tacle, en fait, il a l'avance nécessaire pour aller fixer et donner à Mopé et avoir l'avance sur Diakité ou marquer. Mais bon, c'est ce tac qui le ralentit, qui l'empêche. Donc, on verra plus. Pour moi, c'est clairement carton rouge, cette action-là. Et donc, voilà, du deuxième goal, on en a vu. On en a vu avec encore une fois du jeu dans l'axe, des passes dangereuses, des passes difficiles qui sont à risque. Mais voilà, Greenwood qui vient intérieur, qui crée un décalage sur Rabiot. Toujours ces courses de Rabiot qui font très très mal. Et là, malheureusement, là, il doit faire beaucoup mieux Rabiot avec la qualité qu'il a. Il donne un ballon trop loin à Mopé alors qu'il y avait un très bon ballon à donner. Et la dernière, c'est une des plus belles et sûrement une des plus polémiques parce que les 2 joueurs, là, Greenwood et Mopé, ils vont être dans la construction avec Højbjerg, dans du jeu à une touche de balle. Appui sur Mopé qui donne à Greenwood, qui remet par-dessus la défense pour Højbjerg qui a continué sa course. Et là, pour le coup, Mopé qui a été monstrueux, dans le jeu droit à la cage, qui avait deux beaux bébés sur lui. Qui a été très bon. Et là, pour vous dire, du stade, vraiment, il n'y a aucune discussion possible. La vitesse à laquelle intervient le Lillois, l'impact, le fait que ce soit loin du ballon, enfin, le penalty, pour moi, il est vraiment indiscutable. Je ne comprends pas comment on ne peut pas le siffler. Je ne comprends pas qu'on ne peut même pas aller, ne serait-ce que vérifier à la VAR. Mais ça sera le dernier point qu'on fera. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que ça va à l'encontre de tout ce que j'ai entendu. Et encore une fois, que uniquement du côté marseillais, parce que dans la presse nationale, au contraire, si vous écoutez RMC, si vous écoutez Winamax, ça a beaucoup parlé du beau jeu et d'un match équilibré. Et on a vu que du derby ball, il y en a eu beaucoup. Naïm, il faut se rendre compte d'une chose, et je pense que les gens ne sont pas trop habitués à ça, en Ligue 1 notamment, c'est que chercher à faire ce que fait De Zerbi en Ligue 1, c'est kamikaze de chercher à le faire en Ligue 1, parce que tu as peut-être le championnat le plus rapide en transition, donc si tu rates une de tes tentatives, une de tes prises de risque, ça ouvre naturellement la voie à du 1 contre 1 ou à du 2 contre 1 pour ça que Rudy brille autant à l'OM cette saison. C'est qu'on est dans la prise de risque maximale. Par contre, quand ça réussit, c'est tout simplement un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu on voit la recherche d'espace, on voit le troisième homme, on voit le quatrième homme dans sa recherche à De Zerbi, on voit la perfection, le travail qui est fait par le coach. La justesse technique qu'il faut. La justesse technique qu'il faut. D'où le fait que je pense que les gens peuvent être frustrés de voir Greenwood dans cette position-là et même Rabiot dans cette position-là. Je pense qu'il y a une petite frustration parce que Greenwood, on le connaît très très percutant, vraiment sur le couloir.
Et aujourd'hui, il est rentré plus dans le cœur du jeu. Mais le coach marseillais cherche l'équilibre. C'est l'équilibre qu'il recherche. Il y avait des limites. Du coup, Greenwood, on se souvient des matchs contre Auxerre, il venait à 2, à 3 sur lui sur le côté, il l'enfermait. Maintenant, il a beaucoup plus de liberté. Il a des avantages et des défauts, ce système, c'est sûr. Hein, on a un peu moins de présence offensive, c'est vrai, c'est une réalité sur certaines actions. Mais on a une qualité de construction largement supérieure. On a vraiment, avec Rabiot et Rongier et Greenwood, de la qualité technique supplémentaire pour construire ces actions-là. Et par rapport à ce que tu disais, c'est incroyablement vrai. Faire ce qu'on fait en Ligue 1, par rapport à ce que tu as dit, par rapport au fait que les joueurs sont peut-être les plus physiques d'Europe en Ligue 1, donc ça ferme les espaces plus rapidement, et que les entraîneurs de Ligue 1 sont les plus frileux. Et sont surtout maîtres dans l'art de contrer et vraiment de mettre en place quelque chose pour empêcher l'adversaire de jouer plus que pour créer des choses soi-même. Donc tout est réuni. Si tu rajoutes le fait que c'est l'OM et que tous les matchs sont des matchs de Ligue des Champions, on va jouer Rennes à la rentrée et tu verras que Rennes, quand on va jouer, c'est pas le Rennes qui est au fond du classement et qui est passé devant l'autre. Donc voilà, tous ces paramètres font que c'est très dur. Mais honnêtement, j'arrive pas à comprendre certaines critiques. Peut-être qu'il faut avoir joué un minimum au foot pour comprendre la difficulté de faire ce qu'on fait au milieu du terrain, de réussir à sortir des ballons avec un joueur qui te colle sur du jeu à 1, 2 touches de balle. Donc bon. Et de toute façon, Nice, Lens, Lille, Monaco, Lyon, l'Olympique de Marseille, cette saison, hormis le match raté contre Auxerre, contre Strasbourg et surtout contre Paris, quelque part, tu es à ta place. Oui, tu as battu les gros, mais 2 points par match. 2 points par match. Et en osant, en tentant le jeu. Face à des équipes qui devraient être devant toi, c'est ce que je répète depuis le début de la saison. C'est pas parce que tu t'appelles l'OM que tu dois être au début de la saison devant Lille et devant Monaco. C'est des clubs qui ont plus d'expérience, qui sortent d'une bonne saison, qui ont des équipes qui jouent ensemble depuis 2-3 ans. Donc, tu avais du retard par rapport à ces équipes-là, et le fait que tu sois devant eux à la 14e journée, c'est fort. Donc, je pense qu'il y a on se trompe dans l'analyse des matchs de l'OM et que l'OM n'est pas censé gagner 4-0 contre Monaco et contre Lille. Clairement. Ouais, mais ça encore une fois, toi-même, tu sais, c'est l'OM, De Zerbi, Rabiot, l'OM qui attire des gros joueurs. On parle de Pogba, l'Olympique de Marseille. Si tu veux, dans la tête des gens, l'OM, c'est censé, et je peux l'entendre, c'est censé être le Paris Saint-Germain de la Ligue 1, en fait. Alors que, bon, la réalité, c'est que tu n'as pas les mêmes budgets, les mêmes moyens, mais cette année, tu as de quoi espérer parce que, en tout cas, ce qui est bien, je pense que l'équipe, elle est à un peu plus de 60% de son potentiel. Dites-nous aussi en commentaire, les gars, les changements. J'ai vu beaucoup de critiques sur les changements. Ça, je peux l'entendre par contre. Ça, je peux l'entendre. Ça, c'est le point où je rejoins les gens qui ne font que râler en règle générale. Et ça, c'est un point sur lequel on peut l'entendre parce que il a clairement voulu verrouiller. Autant le changement de Cornelius, on peut le comprendre parce qu'il n'avait pas trop, enfin de Lirola, pardon, pour Merlin. On sait que Merlin, Rongier, ils ont eu des longues blessures. Donc, enchaîner 90 minutes dans des matchs d'une telle intensité, c'est compliqué pour eux. Je peux le comprendre. Donc, qu'il les sorte, il n'y a pas de souci. Qu'il fasse rentrer Lirola, pas trop le choix. J'ai envie de te dire, c'est à ce poste-là. C'est plus le changement Greenwood-Nadir qui pose problème. Parce que là, clairement, on a dit, on ferme la boutique, alors que c'est dommage. J'aurais préféré voir soit un joueur comme Koné qui est quand même capable de percuter, soit carrément Raw pour continuer à mettre de l'incertitude. On a vu qu'il aura fait peur en rentrant 5 minutes. Il y a une action, tu as vu sur le côté gauche. Je pense que nous du stade, on disait, mais même nous du stade, on disait c'est bon. Mopé il a fait son match, il a été monstrueux, il a fait 200 courses dans le match, il était carbonisé. Je me souviens de cette occasion où il n'arrive plus à accélérer tellement il n'avait plus de jus. Mais c'est normal parce qu'il s'est tapé 2 beaux bébés de 1m90 sur lui et il a pris, je sais pas moi, il a dû avoir 7 ou 8 fautes sur lui. Il n'y avait pas un carton jaune. Il y en a, il y a il n'y a eu qu'un seul sur c'est Diakité qui a pris le jaune. Diakité qui a beaucoup. J'ai rarement vu souffrir comme ça avec un attaquant. Il est dur à jouer, Mopé, doigt à la cage. On l'utilise bien, on le trouve au bon moment avec la bonne passe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le nouveau système mis en place par De Zerbi, moi je voyais sur le banc, je voyais Koné, je voyais Aminarit. Harit revient de blessure. Mais c'est plus Koné héros. Après, je pense que ça va au-delà du match et de la tactique. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, c'est juste une impression personnelle, qu'il est en train d'essayer de leur envoyer un message à ces 2 joueurs-là, qui sont clairement parmi les 2 plus talentueux de l'effectif. Et je pense qu'ils ne doivent pas faire exactement ce qu'il faut à l'entraînement. C'est quelque chose qui répète un peu à demi-mot en conférence de presse. Et j'ai l'impression vraiment qu'il est en train de leur envoyer un message à ces 2 joueurs-là pour qu'ils donnent plus.
et je suis persuadé qu'on les reverra et qu'ils vont beaucoup apporter. C'est 2 joueurs qui vont être importants, je pense, pour la deuxième partie de saison. Mais ouais, à l'heure actuelle, c'est quand même malgré tout ça, ces 2 joueurs que j'aurais aimé voir rentrer plus tôt dans ce match-là. Bon, après, il y a malgré tout, ils égalisent sur un coup franc, avec une grosse faute sur Balerdi en plus, qui aurait très certainement dû être refusé. Après, Naïm, on peut analyser comme on veut le match. Tu vas nous le mettre quand même, parce qu'il faut quand même parler de. Je sais que ça devient redondant, on parle toujours de l'arbitrage. J'ai l'impression que tous les matchs cette saison de l'OM, quasiment un match sur 2, on a parlé de l'arbitrage. Mais hier, il s'est quand même passé des choses. J'ai rarement vu un arbitre, Naïm, prendre une aussi grande bronca au Vélodrome depuis très longtemps. Bah, je crois que ça, je l'avais jamais vu. Vraiment une bronca pareille pour l'arbitre, c'était impressionnant et c'était mérité. Donc, on a parlé de l'action de Rabiot tout à l'heure où le tacle ralentit le joueur. Donc là, je vous ai zoomé sur le tacle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est tacle par derrière au niveau de la cheville sur une action qui anéantit une action de but. C'est-à-dire, c'est la totale pour le carton rouge, normalement. Il réunit tous les critères, x2. Et alors, j'ai entendu au stade, il aurait dû tomber. Mais c'est pas dans le règlement, ça. C'est pas si tu tombes pas, il y a. C'est vrai que le tacle, il est vraiment sur la il est sur la malléole, le tacle. C'est pas possible. C'est pas possible. Et encore une fois, je veux dire, c'est pas un tacle anodin au milieu du terrain. C'est un tacle qui ralentit Rabiot et qui empêche un but. Je suis persuadé que sans ce tacle, Rabiot a assez d'avance pour centrer sur Mopé qui finira dans la cage vide. Donc ça déjà, c'est une énorme erreur d'arbitrage. La plus grosse pour moi, vraiment, le tournant du match, c'est celui-là parce que du stade, vraiment, à vitesse réelle et en étant assez proche, puisqu'on était en plein bas cette semaine. Et donc, on était vraiment proche. L'action, elle ne porte pas à discussion. Le commentateur de DAZN, quand j'ai revu le match pour l'analyser, il a dit quelque chose de très bien. Il dit que Johnson, le Lillois, là, il ne se soucie à aucun moment du ballon. Non, mais il n'a jamais joué le ballon. J'ai entendu parler d'une protection de balle, mais jamais la vie. Il vient couper la course de la tête de Holberg. Et il arrive épaule dans la tête. Donc, je veux dire, à un moment donné, s'il arrive épaule sur épaule sans jouer le ballon, on pourrait dire, malgré tout, que c'est de la protection. Là, encore une fois, cette image, elle est frappante et encore, elle ne rend pas honneur à la réalité. Pareil, j'ai entendu dire, ils n'ont pas le droit de laisser Diakité tout seul sur cette action. Diakité, il n'est pas tout seul. Là, on voit que c'est Balerdi qui le prend, qui est prêt à démarrer avec lui au marquage. Et mais on voit que Meunier il ne joue pas le duel. Il n'y a aucun joueur autour de Meunier. Meunier, sa seule préoccupation, c'est de mettre un bloc à Balerdi. Ça, c'est faute. Ouais, c'est pas du duel. C'est un basket. C'est incroyable. C'est incroyable que ça soit pas checké. Et la dernière, je vais mettre un bémol parce que du stade, j'ai eu l'impression vraiment qu'il le crochetait au niveau des jambes, mais on n'a pas de ralenti. On n'a pas de ralenti avec un zoom bizarrement, d'ailleurs, de cette action-là. Mais bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En fait, il y a vraiment l'action de Rabiot, on va dire, parce qu'il n'est pas tombé, même si pour moi, c'est n'importe quoi. C'est un scandale. On punit un joueur qui a voulu aller au bout de l'action, qui a voulu tricher. Mais bon, je peux l'entendre. Mais celle de Hubert, pour moi, il n'y a pas de discussion possible de même pas aller voir. Surtout que ça se joue sur des détails, ces matchs-là. Et ces matchs sont tellement serrés. Finalement, tu te dis, ça peut vraiment, chaque fois, on parle de détails, mais là, clairement. Mais c'est normal, c'est 2 équipes de haut de tableau qui se valent. Donc forcément, ça se joue à pas grand-chose. Mais encore une fois, on disait que si la VAR n'était pas intervenue, on se faisait voler 2 points à Lens. Si la VAR n'était pas intervenue, on se faisait voler 2 points contre Monaco. Il faut s'en souvenir quand même, qu'à chaque fois, c'est la VAR qui a dû intervenir parce que les arbitres s'étaient trompés. Et là, la VAR n'est pas intervenue, on se fait voler 2 points contre Lille. La réalité, elle est là. Même s'il n'y a pas de souci, c'était un match équilibré, 2 bonnes équipes, ça se valait, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Mais la réalité, c'est que s'il y a un pénalty à ce moment-là et qu'on le marque, le match est terminé. Donc voilà, c'est encore une fois une décision d'arbitrage qui nous coûte très, très, très cher. Et oui, c'est redondant comme l'exclusion de Cornelius, comme l'exclusion de Balerdi, comme l'exclusion d'Harit. Voilà, pour le coup, Lirola, il a boité avec parce qu'il en a eu marre de frustration, je pense. Ça allait mériter, mais bon. Si ce pénalty est sifflé avant, il n'y a pas d'exclusion de Lirola non plus. Quoi. En tout cas, Naïm, pour conclure, pour moi, sur cette. Si tu vois d'autres choses encore à mettre, mais pour moi, je pense qu'on a quand même fait le tour. Ce match-là, non? Il y avait beaucoup de choses à dire. Vraiment, on aurait pu faire une dizaine de vidéos. J'avais fait une vidéo pour montrer que absolument toutes les sorties de balles de Lille ont été perdues.
C'est vraiment. Et vu du stade, c'était choquant, vu du stade. Hein. C'est vraiment. Toutes leurs actions, ce ne sont que sur nos paires de balles à nous. Chaque fois qu'ils ont construit du gardien, la seule qui est allée au bout, c'est celle. Donc, c'est les deux actions, parce que la première, parce que Kondogbia glisse, et celle de Zegrova. Mais sur du jeu court, ils ont perdu systématiquement tout leur ballon. Ils ont réussi à reconstruire aucune action de l'arrière. Cette vidéo a duré longtemps. Hein. Elle a duré au moins 2 ou 3 minutes pour vous dire que sur la première mi-temps. Pour vous dire qu'ils ont eu des situations de sortir l'arrière qui n'ont jamais réussi. Donc voilà, moi je pense que la victoire de l'OM n'aurait pas été volée dans le sens où c'est nous qui avons fait le jeu et que le plan de jeu de Lille était juste de nous contrer. Mais après, voilà, c'était 2 belles équipes. Il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. C'était un très beau match. Et je trouve qu'on finit très très bien l'année avec ces 10 points sur 12. Ouais, ben, Naïm, j'ai quand même envie même de te mettre, juste pour terminer, de te mettre le classement. L'Olympique de Marseille, mine de rien, finit avec 30 points, 15 matchs, à égalité avec les Monégasques. Si on nous avait dit ça, Naïm, en début de saison, je pense qu'on aurait signé des 2 mains. Si on nous avait dit ça après le 3-0 face à Paris au Vélodrome, je pense qu'on aurait signé des 3 mains. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on sait plus ou moins ce qu'est capable de faire cette équipe de l'Olympique de Marseille. Naïm, nous, on suit cette équipe de très très près. On analyse les matchs avec de la vidéo, on analyse les matchs avec un vécu de joueur, d'entraîneur. Et c'est vrai que je pense que le meilleur reste à venir pour cette équipe de De Zerbi. Je pense qu'en deuxième partie de saison, il y a des joueurs qui vont se révéler. Ouais, après ce que montre ton classement aussi, c'est que la Ligue 1, elle est dure. Elle est très, très difficile parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes. Hein. Regarde, si tu regardes bien, même Lens n'est pas distancé au classement. Donc, les 7 premiers, c'est 7 très, très, très bonnes équipes qui sont très, très dures à battre. Au-delà de ces équipes-là, il y a des équipes comme Auxerre, comme Reims, comme Brest, Rennes qui sont dures à battre aussi. Donc, la Ligue 1 est dure, la Ligue 1 est difficile, elle est très serrée. Et le fait qu'on soit deuxième après 15 journées, c'est beau. C'est beau, ça prouve qu'on a une équipe de qualité. Et comme tu dis, je pense que ça va encore progresser. Mais bon, chaque match est difficile et chaque match peut te faire passer de la deuxième à la 5e place ou pas loin. Donc, il va falloir continuer sur cette lancée-là à la rentrée. Et avant de partir, je ne sais pas si tu as vu, les joueurs de l'Olympique de Marseille partaient à Copenhague au Danemark. Je pense que le stage leur a permis de faire cette belle série. Et c'est toujours pareil, les bons résultats attirent la bonne ambiance. C'est rare d'avoir une bonne ambiance quand tu as des mauvais résultats. Donc on va dire que les bons résultats, il faut en profiter, il faut surfer là-dessus. On va se retrouver, nous, Naïm, pour l'avant-match face à Saint-Etienne. Je pense qu'on va faire quelque chose d'un peu différent, parce qu'on a déjà fait l'analyse tactique d'avant-match et l'après-match aussi en championnat. Il y a très, très peu de temps. Voilà, il y a très, très peu de temps. Donc, on essaiera de faire un live, probablement vendredi, peut-être vendredi soir. On essaiera on est en train de voir si on peut avoir un invité assez prestigieux. On verra s'il sera dispo ou pas. Un ancien gardien stéphanois, un gardien qui est assez fou, qui nous parlera peut-être de Geronimo Rulli aussi, qui est pour moi et pour toi, je pense, le meilleur Olympien depuis le début de saison. Enfin, celui qui a rapporté le plus de points à l'OM, on va dire. Oui, c'est sûr. Il y a juste un tout dernier point, vraiment pour les gens qui n'ont pas la chance de venir au stade et qui sont supporters de l'OM et qui ont comme nous une vision assez positive de ce qui se passe en ce moment. Voilà, dites-vous bien que la réalité du stade, c'est pas la réalité des réseaux sociaux et qu'à la fin du match, tous les joueurs ont été applaudis. Bon, il y a d'abord eu une énorme bronca le temps que l'arbitre sorte. Il a été escorté. Il a été escorté. Il a été escorté, ouais. Tous les joueurs, apparemment, il a eu peur du bruit. Tous les joueurs ont été applaudis et on a même le capot des Dodgers à la fin qui leur a fait un petit discours quand ils sont arrivés devant nous pour leur dire les gars, franchement, tant que vous vous dépouillez comme ça sur le terrain, voilà, même s'il n'y a pas la victoire au bout, on sera derrière vous. C'est pour vous dire que, parce que nous, on voit le match au stade et après on voit à la télé, et souvent, que ce soit Monaco, les 2 derniers matchs, là, que ce soit Monaco ou Lille, la télé, elle rend pas hommage à l'intensité qu'il y a dans les duels, dans l'impact, et on s'en rend moins compte. Et vraiment, ça fait 2 matchs qu'ils ont fait un très très bon match dans l'envie, dans l'état d'esprit, et ça fait 2 matchs que le Vélodrome a vraiment basculé en mode on vous soutient quoi qu'il arrive, c'est ce que j'avais dit la dernière fois avant Monaco, et ça c'est très très positif. Donc voilà, n'écoutez pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux, n'écoutez pas les râleurs. L'OM fait des bons matchs et le stade est soudé, et je pense que ça peut entraîner de bonnes choses pour la suite, même si la Ligue 1 est difficile. Sur ces belles paroles, mon ami El Gringo, on se retrouve. Bon, je vous passe le fait de liker, de partager, vous le savez déjà, et de commenter, ça nous aide aussi au référencement, les amis. On se retrouve en fin de semaine, même si c'est un peu frustrant. Moi,
voilà, je suis quand même je suis globalement satisfait. Donc, même si ce match-là, on aurait pu le gagner 2-0, on fait un partout, ça fait partie du football. On est deuxième de Ligue 1 et ce soir, il y a un Paris Saint-Germain face à Lyon. Espérons un match nul ou une défaite de Lyon, parce que je pense que Lyon est beaucoup plus notre adversaire que le Paris Saint-Germain sur cette saison. Et je pense que ça va être un gros match aussi. On verra un petit peu. Quelque part, ça pourrait faire trembler Paris, ce match-là. Parce que si Paris perd contre Lyon, est-ce que dans la tête des concurrents, on ne se dira pas si ce Paris Saint-Germain-là était pas prenable cette saison? Tu vois, peut-être que il y aurait une question à se poser. Bon, je continue à penser que s'ils sont efficaces, ils vont leur mettre une rouste. Mais ils ne sont jamais efficaces, donc bon. C'est leur point faible, on le sait. Bonne fin de journée à tous et bon visionnage. Et on se retrouve très, très, très vite, les amis. Et surtout, allez l'OM.